Âgée de plus de 80 ans, Mireille Mathieu est une icône célébrée dont la vie, derrière les lumières éblouissantes de la scène, est empreinte de chagrin caché. Née dans la pauvreté à Avignon et affectueusement surnommée Bémimi, ses premières années furent marquées par la lutte et le sacrifice. Malgré une carrière jalonnée de succès retentissants, son cœur a connu de profondes pertes, notamment le lien profond et énigmatique qu'elle partageait avec l'impresario Johnny Stark, dont le décès l'a plongée dans le deuil, déclarant « J'ai perdu ma moitié ». Plongez avec nous dans les méandres de sa vie légendaire pour dévoiler les tragiques sous-courants qui continuent de façonner son héritage. Comment le chant est devenu une bouée de sauvetage dans une enfance difficile. Dès les premiers jours de sa vie, Mireille Mathieu, affectueusement surnommée B-Mimi, dégageait une passion pour le chant qui semblait destinée à forger son avenir. Née le 22 juillet 1946 dans la petite ville d'Avignon, en France, elle était l'aînée d'une grande famille pauvre de 14 enfants. Dans un foyer où la survie quotidienne était un combat, l'amour inné de la jeune Mireille pour la musique brillait tel un rayon d'espoir au milieu des difficultés. Même toute petite, alors que camarades et enseignants la réprimandaient pour se laisser emporter par des rêveries mélodieuses, au lieu de se concentrer sur ses leçons, elle était irrésistiblement attirée par la beauté du chant. L'enfance de Mireille fut marquée par de nombreux défis. L'histoire de la famille Mathieu était profondément ancrée dans la taille de pierre, un savoir-faire transmis sur 4 générations. Son père, Roger, ainsi que son propre père, Arcade, dirigeaient un modeste atelier familial situé juste à l'extérieur de la porte principale du cimetière Saint-Véran. Cette tradition de travail acharné, de fierté et de lutte fut une constante dans sa vie. En net contraste avec la vie de Roger à Avignon, sa mère, Marcelle Sophie, arriva en tant que réfugiée de Dunkerque en 1944, portant les cicatrices émotionnelles de la guerre et des pertes. Leur union, marquée par la résilience et la détermination, prépara le terrain pour une enfance où chaque jour était une bataille contre l'adversité. Dans l'étroitesse et le chaos de leur maison, où chaque enfant luttait pour attirer l'attention et accéder aux ressources, le talent extraordinaire de Mireille pour la musique émergea tel un phare. Même toute petite, alors que ses enseignants déploraient son manque de concentration, elle se plongeait dans le chant, y découvrant un univers bien plus riche que la rigueur de l'apprentissage en classe. Cette ferveur pour la musique atteignit un moment décisif lors d'une humble veille de Noël en 1950, quand Mireille, alors âgée de 4 ans, monta sur la scène de l'église lors de la messe de minuit. Sa toute première prestation rémunérée, récompensée simplement par une sucette, devint un souvenir précieux et le symbole des promesses de l'avenir. Ce soir-là, lorsqu'elle vit plus tard la légendaire Édith Piaf se produire à la télévision, la conviction de Mireille dans le pouvoir transformateur de la musique se renforça, allumant en elle le rêve qu'un jour, elle aussi, pourrait dominer la scène. Malgré sa passion précoce, le chemin de Mireille n'a pas été facile. En difficulté à l'école primaire à cause de la dyslexie, elle dut redoubler une classe et sa gaucherie naturelle, alors considérée comme peu conventionnelle, lui valut de sévères punitions de la part des enseignants qui imposaient la conformité. Sous une pression incessante, elle apprit à écrire de la main droite, bien que sa main gauche continuât de s'exprimer par des gestes animés sur scène, témoignage silencieux de son esprit indomptable. En 1954, la situation de la famille commença à s'améliorer lorsque l'obtention d'un logement subventionné dans le quartier de Malpeigné offrit un certain soulagement à leurs conditions de pauvreté. En 1961, les Mathieu déménagèrent dans un logement plus grand dans le quartier de la Croix des Oiseaux, un changement qui eut peu d'impact sur leurs difficultés économiques. À seulement 14 ans, Mireille dut prendre une décision difficile. La poursuite de ses études n'étant plus envisageable, elle commença à travailler dans une usine locale à Montfavet. Là, au milieu du cliquetis discipliné des machines, sa voix parvint à rompre la monotonie.
Pendant les pauses déjeuner et les longues heures de travail, elle chantait avec une joie qui élevait non seulement son moral, mais aussi celui de ses collègues. Sa sœur Monique la rejoignit bientôt à l'usine, et ensemble, elles endurèrent de pénibles trajets à vélo achetés à crédit, luttant contre les violentes rafales du Mistral, une période qui s'avéra plus tard essentielle pour forger sa résilience. Lorsque l'usine ferma finalement ses portes, Mireille et ses sœurs trouvèrent un emploi en tant qu'animatrices dans un camp d'été. C'est à cette époque que le destin intervint sous la forme d'une lecture de tarot par une vieille gitane, prédisant que le destin de la jeune chanteuse s'entrelacerait bientôt avec celui de la royauté. Elle côtoierait un jour roi et reine. Bien que fantastique, cette prophétie alluma une étincelle en Mireille, l'inspirant à rester concentrée sur ses rêves. Tout au long de ces années tumultueuses, la foi profonde de Mireille lui apporta réconfort et force. Catholique pratiquante, elle adopta ses convictions spirituelles et choisit Sainte Rita, la sainte des causes désespérées, comme sainte patronne. Sa grand-mère paternelle, Germaine, lui avait inculqué la conviction que Sainte Rita intercéderait pour ceux qui faisaient face à des défis insurmontables. Cette spiritualité discrète non seulement la réconfortait, mais influençait aussi subtilement sa présence sur scène. Avant chaque représentation, on pouvait la voir tracer le signe de croix, un geste simple qui renforçait son courage et la reliait à un dessein supérieur. À 13 ans, elle laissa derrière elle la salle de classe. À 16 ans, elle fut acclamée comme la seconde Édith Piaf. La carrière de Mireille Mathieu témoigne de la détermination et du pouvoir transformateur de la musique. Dans ses débuts, l'usine, un univers de discipline et de travail acharné, fut le lieu où son talent inné se fit entendre pour la première fois, émergeant au-dessus du bourdonnement des machines tel un phare indubitable, annonçant le destin qui l'attendait. À peine 2 ans après avoir quitté l'école, elle fit son entrée sous les projecteurs locaux en participant à un concours régional de talent à Avignon, intitulé « On chante dans mon quartier ». Le cadre modeste, une petite scène éclairée par un unique projecteur, accompagné d'un piano partagé et d'un petit groupe, fut le creuset où son destin se forgea. Le public, frappé par la puissance brute de sa voix, que certains décrivaient comme portant le son d'un océan entier, fut captivé dès la première note. Malgré sa petite taille, mesurant 1,53 m et les difficultés inhérentes à la vie ouvrière, son allure saisissante et sa beauté unique laissèrent une empreinte indélébile. À seulement 16 ans, les juges lui donnèrent à l'unanimité le surnom de la Nouvelle Moineau, en hommage à la légendaire Édith Piaf, sans doute la plus grande chanteuse française du XXe siècle. Ce titre allait bien au-delà d'une simple reconnaissance de son talent vocal. Il saluait la flamme passionnée qui brûlait en elle, annonçant un héritage destiné à dépasser toutes les attentes locales. Le lendemain, un tournant majeur se produisit lorsque son père signa en son nom un contrat extraordinairement avantageux. Dans ce qui ressemblait à un conte de fées moderne, sa vie se transforma du jour au lendemain, passant de la routine de l'usine à l'univers éblouissant des spectacles, des enregistrements et de l'attention médiatique. Au cœur de cette métamorphose se trouvait Johnny Stark, un impresario légendaire surnommé l'Américain en raison de son nom et de son allure. Ayant perfectionné ses compétences sous l'influence des soldats américains dans sa jeunesse, Stark reconnut le talent unique de Mireille et prit sur lui de cultiver son potentiel, à l'instar du colonel Tom Parker pour Elvis Presley. Sous sa direction, elle commença à forger sa propre identité artistique, dépassant la simple imitation de son idole. L'influence de Stark fut décisive lorsque Mireille participa de nouveau au concours de chant annuel. Malgré une scène de seulement 6 mètres carrés, partagée avec un piano et un petit ensemble, l'événement réunit un public jeune et dynamique ainsi que des repéreurs de talents avides de découvrir de nouvelles étoiles. C'est dans ce cadre intime mais chargé d'énergie que son avenir fut discrètement amorcé. À la suite de ce succès précoce,
Elle suivit des cours de chant privé avec Madame Laure Collière, une professeure de piano qui l'aida à parfaire ses dons naturels. Toutefois, son parcours ne fut pas exempt d'obstacles. En 1962, son choix d'interpréter des chansons d'amour jugées trop matures pour son âge lui fit perdre face à Michel Thor, et en 1963, son interprétation de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf ne lui permit pas de remporter la victoire. Mais la persévérance l'emporta. En 1964, en chantant La vie en rose de Piaf, elle triompha, remportant non seulement un voyage gratuit à Paris, mais également une pré-audition pour l'émission télévisée Jeu de la chance, où des chanteurs amateurs concouraient tant pour les votes du studio que pour ceux par téléphone. Arriver à Paris fut pour Mireille une expérience bouleversante et transformatrice. Pour moi, Paris était la fin du monde. Je n'avais jamais pris le train ni vu une caméra auparavant. Je ne savais pas ce que cette aventure allait me réserver, se souvient-elle plus tard. Les vastes scènes, les projecteurs éblouissants et les possibilités infinies de la capitale contrastaient vivement avec le cadre modeste d'Avignon, imprégnant chaque instant d'une aura de promesses inexplorées. Sous la houlette de Starck, Mireille commença à affiner son personnage scénique et son répertoire musical. Conscient que l'imitation d'Édith Piaf limitait son véritable potentiel, Starck l'encouragea à découvrir et cultiver son propre style distinctif. En repensant à cette période, elle admira plus tard « J'étais tellement formaté pour imiter mon idole que je pensais n'être capable de rien d'autre. Cela fut immédiatement l'une des plus grandes déceptions de ma vie. » Ce tournant marqua un changement tant dans sa direction musicale que dans sa réalisation en tant qu'artiste indépendante. Rapidement, des performances de grande envergure suivirent. Un moment décisif survint lorsqu'elle enchaîna 7 apparitions consécutives dans l'émission télévisée Télé Dimanche, conquérant à chaque fois le cœur des téléspectateurs. Puis, dans un élan audacieux qui cimenta son statut d'étoile montante, elle se produisit à l'Olympia de Paris. Le 20 décembre de cette année charnière, elle signa avec Bruno Cocatrix, le propriétaire de l'Olympia, et seulement 2 jours plus tard, elle éblouit le public avec un répertoire de 3 chansons de Piaf, chaque note résonnant de l'émotion brute et de la résilience de son parcours. La presse la qualifia rapidement de Piaf d'Avignon, un titre rendant hommage à son mentor tout en soulignant la singularité de sa voix. Son ascension fulgurante ne se limita pas à Paris. Au cours de 1966 et 1967, elle parcourut sans relâche la France, laissant son empreinte dans chaque ville grâce à ses performances live électrisantes. C'est lors de l'une de ses tournées que Starck lui annonça qu'elle avait enfin atteint un jalon important. Elle était libérée de ses dettes et évaluée à plus d'1 million de francs. Cet accomplissement représentait non seulement un triomphe professionnel, mais aussi une victoire profondément personnelle, car Mireille rêvait depuis longtemps de sortir sa famille de la pauvreté. Grâce à cette sécurité financière retrouvée, elle put investir dans l'avenir de sa famille en achetant un véhicule pour l'entreprise de son père, en acquérant une maison spacieuse pour ses parents et ses frères et sœurs, et même en installant un téléphone pour éviter les longs trajets à la pharmacie locale. La renommée grandissante de Mireille dépassa rapidement les frontières françaises. En 1967, elle foulait la scène du London Palladium, se produisant devant la royauté, un moment qui marqua sa transformation de vedette locale en superstar mondiale. Sa version française de The Last Waltz d'Engelbert Humperdinck, réinventée sous le titre La dernière valse, captiva le public britannique et devint un tube. Ses tournées s'étendirent ensuite au Canada et aux États-Unis, avec des apparitions mémorables dans les émissions The Ed Sullivan Show et le Danny Kaye Show. Au fil de ses voyages, elle rencontra des icônes telles qu'Elvis Presley et partagea la scène avec des légendes telles que Dean Martin et Frank Sinatra à Las Vegas, chaque rencontre enrichissant davantage son héritage naissant. Cependant, les exigences de la célébrité ne furent pas sans conséquences. Le rythme épuisant des performances et des déplacements constants laissait peu de temps pour se reposer. En février 1968,
alors qu'elle était en tournée, Mireille fut victime d'un grave accident de voiture qui lui fractura une vertèbre, l'écartant de la scène pendant 3 longs mois. Un mot cryptique laissé derrière elle. « We will get you next time » rappela brutalement la fragilité de sa nouvelle vie, tout en renforçant sa détermination à surmonter chaque obstacle. Au début des années 1970, Mireille Mathieu évolua encore, tant en tant qu'artiste qu'en tant que femme d'affaires. Face à une demande record, sa direction dut naviguer dans des défis contractuels complexes, y compris un procès d'1 million de dollars, qui soulignait la nature tumultueuse de l'industrie musicale. Malgré ces épreuves, elle resta fidèle à son art. En 1974, elle fit preuve d'un esprit entrepreneurial en créant sa propre maison d'édition, Abilene Music, qui s'étendit par la suite à Abilene Disc, une entreprise gérée par ses sœurs pour préserver sa production artistique. Des collaborations prestigieuses et des performances marquantes aux tournées internationales en Chine et en Russie, la carrière de Mireille Mathieu devint une chronique de réinvention constante. Ses concerts à guichets fermés à Paris, notamment au Palais des Congrès en 1986 où plus de 100 000 spectateurs se pressèrent pour la voir, confirmèrent son statut de chanteuse la plus aimée de France. Même face à des revers personnels et professionnels, y compris le décès de son manager de longue date, Johnny Stark, la résilience de Mireille resta inébranlable. Aujourd'hui, alors qu'elle continue de se produire et d'enregistrer au XXIe siècle, Mireille Mathieu n'est pas simplement une chanteuse, mais un symbole durable d'espoir et de persévérance. Son parcours, depuis le sol de l'usine et les petites scènes d'Avignon jusqu'aux lumières étincelantes de Paris, de Londres et d'ailleurs, demeure un récit vivant de transformation. Chaque performance résonne de l'esprit déterminé d'une jeune fille qui a refusé que la pauvreté la définisse, prouvant qu'en dépit de tous les obstacles, les rêves peuvent véritablement devenir réalité. Une tapisserie de passion, de mystère et de liens non dits. La vie amoureuse de Mireille Mathieu a toujours été aussi énigmatique et captivante que sa voix extraordinaire, une tapisserie tissée de passion, de secrets et de moments de romance presque mythiques qui ont alimenté d'innombrables spéculations parmi les médias et ses fidèles admirateurs. Malgré d'innombrables rumeurs et questions indiscrètes, elle a toujours gardé un silence discret sur les détails intimes de ses relations, préférant laisser sa musique parler d'elle-même plutôt que de dévoiler les chapitres cachés de son univers personnel. L'un des sujets d'intrigue les plus persistants a été le rôle de Johnny Stark, son impresario légendaire, dans sa vie et en amour. Chaque fois qu'on lui posait des questions sur son influence, la chanteuse iconique, célébrée comme l'une des plus grandes voix françaises de sa génération, répondait avec une vague délibérée. Certains ont même spéculé que l'homme qui avait orchestré son ascension fulgurante pourrait avoir été plus qu'un simple manager, peut-être fut-il son premier grand amour. Bien que la vérité soit restée insaisissable, elle avait un jour déclaré « Johnny Stark est mon merveilleux ange. Il a vécu pour moi et, tout simplement, je chantais pour lui. » En ces quelques mots se trouvait l'essence d'une relation qui défiait toute catégorisation simple. Un lien mêlant mentorat, affection profonde et une intimité qui dépassait le cadre professionnel. Stark, affectueusement surnommé « l'Américain » en raison de son style distinctif et de ses origines, était bien plus qu'un simple manager. Il fut l'architecte de sa transformation, la faisant passer d'une jeune chanteuse prometteuse à une véritable superstar. Avec une détermination inébranlable et des exigences rigoureuses, il l'a éloignée des comparaisons incessantes avec Édith Piaf et l'a poussée à forger sa propre identité. Son avertissement fréquent « Tu n'es pas elle » résonnait profondément alors qu'il façonnait minutieusement chaque aspect de sa personnalité publique, de sa célèbre coupe au carré qui imposait les tendances mondiales à la délicate chaîne autour de son cou, qu'il considérait comme le symbole de son individualité et de sa force. Bien que leur relation fût strictement professionnelle en apparence, la proximité qu'ils partageaient
était palpable, nourrissant des rumeurs d'un lien autant émotionnel et presque paternel que stratégique. Cependant, au-delà de cette profonde connexion avec Stark, la vie amoureuse de Mireille fut marquée par des épisodes de romance presque consommés, aussi éphémères qu'intenses. Au début des années 1980, elle vécut une idylle semblable à un scénario de cinéma. Elle tomba amoureuse d'un homme incarnant richesse, élégance et la promesse d'une vie totalement éloignée des difficultés de sa jeunesse. Leur relation devint rapidement le sujet favori des tabloïds, et en 1983, le couple était fiancé. Il semblait que Mireille allait enfin opter pour une vie plus calme et conventionnelle, loin des exigences incessantes de sa carrière. Cependant, à l'approche du jour du mariage, le doute s'immisça. La perspective de fonder une famille, une vie qui pourrait l'obliger à renoncer à sa passion unique pour le chant, la remplissait de crainte. Dans un retournement dramatique, seulement 3 jours avant la cérémonie prévue, elle annula les fiançailles. Cette décision déchirante mais résolue souligna son engagement indéfectible envers son art, marquant un autre chapitre poignant dans une vie où amour et sacrifice s'entremêlent sans cesse. Une seconde romance importante, mais tout aussi insaisissable, émergea à la fin des années 1990 lorsque Mireille s'engagea avec Olivier Echaud-Mason, un expert renommé de Guerlain, connu pour son goût impeccable et un passé riche incluant le stylisme de l'iconique Wallis Simpson. Leur union était une étude de contraste. Mireille, petite et rayonnante d'une féminité intemporelle, et Olivier, une figure suave et charismatique, rappelant le charme classique d'Hollywood. Ensemble, ils formaient un duo saisissant, semblant destiné à une romance digne d'un film. Pourtant, comme pour sa précédente liaison, cette relation finit par s'éteindre, les exigences de leur vie respective prenant le dessus, laissant Mireille se retirer à nouveau dans l'intimité de son monde intérieur. Pour ajouter encore au mystère, des rumeurs persistantes la liaient à d'autres personnalités célèbres. Les médias, toujours avides de scandales ou de gros titres, spéculaient sur d'éventuelles liaisons secrètes avec des stars telles qu'Alain Delon, une icône du cinéma dont le seul nom pouvait enflammer les passions en France, et évoquaient même un bref baiser à l'écran avec la star américaine Patrick Duffy lors d'un duo au début des années 90. Duffy se souvint par la suite de leur rencontre avec un mélange d'amusement et de nostalgie, notant que la presse spéculait avec ferveur sur une connexion plus profonde entre eux. Pourtant, fidèle à elle-même, Mireille ne confirma ni ne démentit, conservant une aura impénétrable de mystère qui laissait le public reconstituer les fragments de sa vie privée à partir de rumeurs éparses. Tout au long de sa carrière, la légendaire chanteuse fut étroitement protégée par son entourage. Dès son plus jeune âge, elle fut entourée par le soin de sa famille. D'abord accompagnée par sa tante, ensuite gérée par sa sœur Monique et, de manière notable, par le vigilant Johnny Stark. Cette protection étroite laissait peu de place aux relations publiques, et son « jardin secret de l'amour » devint une source perpétuelle de fascination et de spéculation parmi les fans et les critiques. Réfléchissant à la nature insaisissable de l'amour, elle déclara un jour « L'amour est le plus beau sentiment au monde. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour. Il n'est pas nécessaire de se marier pour aimer quelqu'un. » Par cette remarque, elle résumait sa conviction que l'essence de l'amour transcende les frontières traditionnelles et que la quête de passion ne doit pas être limitée par des étiquettes conventionnelles ou des déclarations publiques. L'impact profond de Johnny Stark sur la vie de Mireille reste indéniable. Leur relation, riche en complexité et en intimité intense, a marqué une époque significative de sa carrière. Même lorsqu'elle vécut d'autres romances, la perte de Stark en 1989, lorsqu'il succomba à une crise cardiaque soudaine à l'âge de 66 ans, laissa un vide incommensurable dans son cœur. À la suite de son décès, elle confessa en larmes dans son autobiographie « J'ai perdu ma moitié », une phrase qui soulignait la profondeur de leur lien.
La mort de Stark n'était pas simplement la perte d'un manager, c'était la rupture d'une connexion qui avait façonné son être. Son lieu de repos définitif dans le tombeau familial du cimetière Saint-Véran à Avignon est devenu un symbole durable de leur union inséparable. Au fil des années, alors que la renommée internationale de Mireille Mathieu montait en flèche et que sa musique touchait des millions de personnes, sa vie personnelle est restée une étude de contraste, marquée par des romances éphémères, des occasions manquées et une dévotion inébranlable à son art. Malgré l'attrait d'un amour potentiel et la douleur des opportunités manquées, elle n'a jamais laissé ses expériences éclipser son héritage créatif. Aujourd'hui, même si les décennies passent et que son statut d'icône se consolide de plus en plus, Mireille continue de croire en la possibilité de l'amour. Faisant écho à son refrain intemporel « La vie est belle », elle estime que la vie est enrichie par l'amour, une force vitale qui rend chaque instant plus précieux, même s'il reste caché au regard du public. Sa vie amoureuse énigmatique, tout comme sa musique, est une tapisserie fascinante, un mélange de passion, de mystère et d'une résilience discrète qui continue d'inspirer et d'intriguer les fans du monde entier. Comme nous l'avons vu, la légendaire chanteuse française, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, a connu des sommets extraordinaires et des creux déchirants. Sa vie a été marquée par le lien envoûtant mais énigmatique qu'elle partageait avec Johnny Stark, une relation si profonde qu'elle avait un jour déclaré en larmes « J'ai perdu ma moitié ». Depuis son décès, nombreux sont ceux qui se demandent si cette perte l'a empêché d'ouvrir à nouveau véritablement son cœur à l'amour. Qu'en pensez-vous? La vie amoureuse de Mireille a-t-elle été à jamais transformée depuis le départ de Johnny Stark? Ou y a-t-il encore de l'espoir pour de nouveaux départs durant ces années d'or? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir davantage d'histoires explorant les chapitres méconnus des légendes de la musique.